Non. Donc là, vous avez en face de vous à peu près une centaine de participants, donc aussi têtus que des Bretons, puisqu'ils ont maintenu le déplacement en ces circonstances qu'on connaît et que vous avez aussi eu à. Ouais, il y a eu des aléas ce matin. Donc, pour la plupart, ce sont des chercheurs d'INRAE, mais aussi des partenaires de la recherche et du développement. Je dirais tous engagés, impliqués sur l'agriculture biologique, en tout cas voilà, pour en étudier ses capacités à changer d'échelle. Et ici, Métabio, un métaprogramme, c'est un programme transversal, on va dire, qui prend pour hypothèse le changement d'échelle, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences et les conditions pour que la bio devienne majoritaire sur le territoire national. On n'enlève pas, et l'introduction était nécessaire. Voilà, je vous invite à prendre. Nous avons quelques participants aussi en visio. Bon, vous ne les avez pas tous ici, mais voilà, on prendra quelques questions. Donc, c'est 45 minutes. Voilà, l'audience est à vous. Bon, écoutez, merci. En tout cas, vous m'avez invité. Je dis que du Mans et en tant que Breton, je pouvais venir à Saint-Malo. Et puis, l'agriculture biologique, bien sûr, est un sujet qui a été, pour moi, quand je suis arrivé comme ministre, sujet où on était à peine à 1 million d'hectares. J'ai regardé les derniers chiffres, on est à 2,8 millions aujourd'hui, presque 10% de la SAU. Je pense que nous, on a dû passer la barre des 3-4%. Je sais qu'on avait doublé la surface à l'époque. Si je comprends bien, vous êtes en train de vous poser la question de savoir si l'agriculture bio pourrait remplacer ou être un modèle de développement global pour l'ensemble de l'agriculture. C'est ça la question, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si je ne vais pas vous décevoir. Et je l'avais déjà dit quand j'ai quitté le ministère à directeur de l'agence bio. C'est vrai que la bio va être obligée de réfléchir à son propre avenir parce que elle va être, et je ne pensais pas d'ailleurs que ça arriverait à travers de ce qui s'est passé là récemment, confrontée à est-ce qu'elle est capable d'occuper l'ensemble du marché alimentaire et agricole. Et si on se dit ça, la deuxième question qui est tout de suite posée, c'est à quel prix? Et c'est vrai que quand je dis à quel prix, aujourd'hui, on voit, parce que j'ai regardé dans les chiffres qu'on m'a donnés, les éléments que j'ai recueillis, une baisse de la consommation. Et il y avait déjà un débat qui avait été lancé par Ségolène Royal de dire il faut que la bio soit accessible à tout le monde, donc il faut qu'elle soit au même prix que le conventionnel. Et j'avais dit à l'époque non, puisqu'on était déjà dans des crises de marché, je pense que vous vous en souvenez, dans les années 2013, 2014, 2015, 2016, crise des céréales, crise du lait. Et c'était des crises de prix, de surproduction et des crises de prix. Et de dire qu'on allait aligner le prix de la bio sur le conventionnel, c'était partager la crise pour tout le monde. Et avec un problème pour la bio, c'est que si on reste en l'état au niveau technique, au niveau de la production de bio, on a des pertes de rendement. Donc, qui dit perte de rendement sur un foncier donné, dit pour compenser la perte de rendement un prix plus élevé. C'est bien ce qui s'est passé depuis le début. Donc, la question de la bio, c'est l'amélioration de son rendement. Ça existe et ça s'est passé, c'est un vrai sujet. Et après, c'est son rapport au marché et au prix et à la capacité que chacun peut avoir accès à un produit plus cher, mais de meilleure qualité, intégrant des dimensions environnementales. C'est bien la question. Ça va quand les choses vont bien. Et on a vu la progression de la bio dans les dernières années de manière extrêmement forte. Parce qu'elle était restée identifiée et chère. Il ne faut jamais oublier que sur un marché, la cherté fait partie aussi, non pas simplement du coût de production, mais de la valeur qu'on donne à un produit. Et la déconnexion de la cherté avec l'objectif de développement, comme vous l'avez, de l'agriculture bio, va faire déconnecter l'agriculture bio de ce qu'elle doit représenter au travers de ce qu'elle a
en termes historiques et de ce qu'elle est capable de proposer en termes environnementaux. Le deuxième point, c'est qu'elle s'est construite, l'agriculture bio, contre le modèle conventionnel. L'histoire de la bio, c'est de dire, nous, on ne veut pas utiliser les pesticides tels que ça s'est développé dans les années 60-70 à des vitesses. C'est pas aux chercheurs que j'ai devant moi que je vais raconter des histoires, mais bon, voilà, il y a eu une espèce de bascule dans ce qu'on a appelé la révolution verte, la machine, la chimie, il ne faut pas l'oublier, la génétique, qui a d'ailleurs conduit jusqu'au bout de la logique, jusqu'aux organismes génétiquement modifiés. Tout ça est un processus qui s'est largement emballé. La réaction politique d'un certain nombre de producteurs de l'époque, ça a été de dire stop. Et nous, on ne veut pas ce modèle et on ne veut pas de chimie. C'était surtout ça l'enjeu. De la même manière que d'ailleurs certains labels qui ont été créés à l'époque, c'était aussi, on ne veut pas, par exemple, moi, je viens du canton de Loué, les poulets de Loué, le label de Loué, c'est des producteurs qui ont dit, nous, on ne veut pas faire du poulet industriel. Donc, en fait, ces constructions alternatives étaient des constructions qui étaient, en fait, de refus d'un modèle qui est en train de se développer, de s'accélérer, et avec toutes les conséquences qu'on a aujourd'hui du modèle conventionnel. Donc ça, là-dessus, on n'a pas à discuter, c'était une réaction salutaire, et d'ailleurs, on a vu que la bio a fini par progresser largement. La vraie question qui va être posée pour la bio, c'est qu'elle s'est construite justement contre le modèle conventionnel, et en particulier contre le recours aux pesticides et à la chimie de manière générale, en partie aussi à la génétique. Moi, ce que je pense maintenant, c'est que dans cette dialectique bio-conventionnelle, il y a quelque chose qui va se construire, j'allais dire, en forme de synthèse entre les deux, qui va être porté par une idée beaucoup plus vaste et globale, là, pour le coup, qu'on appelle l'agroécologie, que j'ai appelé l'agroécologie, que j'ai mis dans la loi. Et je note d'ailleurs que le GIEC, aujourd'hui, dans ses recommandations sur les mesures à prendre pour lutter de manière efficace contre le réchauffement climatique et la lutte contre la perte de la biodiversité, promeut maintenant, non pas l'agriculture biologique, comme il y a 10-15 ans, mais l'agroécologie et l'agroforesterie. D'ailleurs, les deux étant pour moi liés, puisque c'est dans l'agroécologie qu'on fait de l'agroforesterie. Et avec une vraie question, d'autant plus importante pour la bio, c'est que si j'y ajoute ce qu'on appelle, est-ce que vous connaissez le nom de l'agriculture verticale, ou en tout cas l'agriculture en milieu confiné, à zéro pesticide maintenant, si c'est la question des pesticides qui est la question, posée par les consommateurs en partie, et qui était au cœur de la construction de la bio, ben, vous allez avoir des produits sans pesticides, mais avec des airs filtrés et des zones de production confinées. Donc, au-delà de la question qui consiste à se dire, est-ce que c'est la bio qui va devenir le grand modèle de production, posez-vous la question de qu'est-ce que ça va être la bio demain et qu'est-ce qu'on va pouvoir revendiquer, ou en termes de spécificité, ou si vous ne voulez plus être une spécificité, à ce moment-là, devenir la norme. Quelle est la norme? On a vécu, je l'ai dit, sur une dichotomie et un contraste entre le conventionnel pollueur et utilisant beaucoup de chimie et la bio qui était censée répondre à la grande question environnementale. Aujourd'hui, les enjeux agronomiques sont différents. La bio, par exemple, n'a pas été dans les premières à intégrer, par exemple, toutes les techniques sur le non-travail du sol et la préservation des horizons des sols. Et d'ailleurs, maintenant, ceux qui sont sur les couverts végétaux et semi sur couverts végétaux avec des structures extrêmement évoluées dans ce domaine sont souvent en bio, d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce qu'ils revendiquent en premier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière aussi tout ça? C'est la question de la production, le rendement. Vieux débat politique aujourd'hui entre l'écologie, la sobriété, la décroissance et un modèle économique qui reste aussi un modèle de production. La bio a accepté l'idée que parce qu'on était en contraste avec l'agriculture conventionnelle,
on devait baisser et on acceptait de baisser les rendements. Mais aux économistes, tout facteur de production, et les deux en particulier essentiels, le capital et le travail, et dans le capital, pour l'agriculture, le foncier, savent que si je n'ai pas un niveau de rendement suffisant, le coût de production lié à l'activité agricole est extrêmement élevé. On est sur ce qu'on appelle une industrie lourde. Donc, si vous n'avez pas un niveau de rendement suffisant, il faut vraiment avoir un niveau de prix très élevé. Donc, les questions qu'il faut se poser, il faut les remettre, non pas simplement en se positionnant du côté de d'où on vient, et on voudrait bien s'étendre, mais si vous vous étendez, quelle spécificité vous voulez revendiquer et comment vous pouvez vous positionner. Ça va aller très vite. Et je le disais par rapport au GIEC, parce que ça m'a frappé. Moi, quand j'ai lancé le 4 pour 1000, l'initiative de stockage de carbone et dans les sols, on était à l'époque encore, et c'est rien, hein, c'était en 2015, avec un débat sur la smart agriculture qui était porté par les anglo-saxons, qui consistait à dire on va vous régler le problème du réchauffement climatique avec des satellites, avec de l'agriculture de précision, avec tout ce qu'on peut mettre comme bazar pour pouvoir améliorer et être dans ce qu'on a appelé d'ailleurs, et ce qu'appelait la FNSEA l'agriculture raisonnée. Et que quand on est arrivé en 2015 pour poser la question de savoir si d'ailleurs l'agriculture, c'était pas simplement un problème pour le réchauffement climatique, avec la question de l'élevage, qui était déjà posée avec les émissions de gaz de l'élevage, d'arriver à ramener l'idée que les sols agricoles et forestiers, mais les sols agricoles, au travers de l'agroécologie, pouvaient être en partie une solution, en tout cas pour atteindre la neutralité carbone. S'il n'y a pas des lieux où on stocke du carbone, le moins d'émissions possible, c'est l'objectif, mais la neutralité ne pourra l'atteindre que si on en stocke une partie. Et c'est vrai que la forêt, l'agriculture et les sols, aujourd'hui, sont considérés comme des lieux de stockage potentiel, d'autant plus intéressant que c'est utile aussi pour la fertilité des sols. On travaille au niveau du 4 pour 1000 aujourd'hui sur ce qu'on appelle les twin regions ou les régions jumelles, pour essayer de faire en sorte que l'Europe puisse financer du stockage de carbone et donc résoudre en partie, au travers des certificats d'économie d'énergie, une partie des émissions de carbone qu'elle peut émettre, mais en allant en même temps fertiliser des sols au niveau africain, puisque la surface de l'Afrique est énorme. Le potentiel de stockage est énorme. L'intérêt commun qu'on pourrait avoir, c'est de permettre au sol agricole d'être beaucoup plus fertile, beaucoup plus résistant d'ailleurs aux érosions, en même temps que nous, on stocke une partie du carbone, même s'il faut rester avec un objectif extrêmement clair de réduction des émissions de carbone. Donc, je reviens à la question de la production. L'idée que la production agricole, parce qu'elle est bio, puisse être une production avec des rendements plus faibles, est un sujet qui amène à la question du coût et du prix après. Hein. Et l'agroécologie, quand j'ai essayé de la définir, c'était des écosystèmes agricoles adaptés à chaque écosystème environnemental dans lequel il se situe et qui utilisent au maximum ce qui est gratuit. Je pense, et je continue à penser par contre, que le fait qu'on ait avancé dans l'agriculture conventionnelle, qu'on est allé très loin dans l'utilisation du capital, qu'on a augmenté le besoin en capital, et que d'ailleurs la smart agriculture anglo-saxonne et néerlandaise, c'était de continuer à aller investir dans du capital satellitaire et autres, tracteurs et machin, qui coûtent de plus en plus cher et qui nécessitent à ce moment-là, si on n'est pas sur des prix élevés, des rendements de plus en plus élevés. Il faut inverser la problématique. Ça, j'en suis convaincu. Moins de besoin en capital, c'est utiliser ce qui est gratuit. Et qu'est-ce qui est gratuit? C'est la nature et les écosystèmes. Pour revenir sur la question du labour et des vers de terre, vous connaissez tout ça par cœur, mais on peut faire travailler les vers de terre. Les vers de terre sont beaucoup plus utiles qu'une charrue. Et en plus, ça participe à la biodiversité. Mais on n'oublie pas qu'on peut chercher et qu'on doit chercher à produire. Parce que sinon, les facteurs de production à rémunérer, que sont le capital, donc le moins de besoins de capitaux, ça sera déjà un atout énorme. Mais le travail,
ils se rémunèrent. Et on voit bien que dans le domaine de l'agriculture, la vraie question qui est posée, c'est dès que les prix baissent, la rémunération du producteur baisse, la rémunération baissant, il n'y a plus d'intérêt à y entrer ou même à vouloir changer de modèle. Je vois d'ailleurs que les conversions en bio baissent aujourd'hui. Parce que si, d'après ce que j'ai vu, on est à 460 € la tonne en lait aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand j'étais ministre, je disais qu'il y avait la crise du lait, c'était 260 € la tonne. J'imagine que maintenant, et les conversions bio, à l'époque, c'était pour aller chercher 460 €. C'était pas forcément uniquement pour dire je vais être vertueux en termes environnementaux, c'est de se dire à 260 € la tonne, j'y arrive plus. À 460 ou 500 €, là, je risque d'y arriver, même si je fais une perte de rendement. Mais la valorisation du produit bio à l'époque était telle qu'on compensait largement ce qui était la perte de rendement ou la perte de production par vache qui existe, hein, même s'il y a des systèmes bio en lait qui sont extrêmement aussi performants. Donc, la question de la production est économique, sachant qu'une fois que vous produisez, il faut avoir le débouché, c'est quand même une question qui avait été un peu tournée autrement pour l'agriculture biologique. Et si vous réfléchissez, en particulier si vous avez l'ambition de vouloir remplacer l'agriculture conventionnelle, la question productive, au sens noble du terme, elle ne peut pas être traitée comme elle a été traitée auparavant. Toujours parce qu'auparavant, culturellement, le débat, c'était le conventionnel, c'est produire beaucoup, c'est le productivisme. La bio, c'est produire peu, mais bien. Mais d'accord, il faut produire beaucoup, mais bien. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement parce que je serais resté productiviste. Je suis capable aussi d'évoluer, de considérer qu'il y a des endroits où les niveaux de production ont atteint des niveaux qui étaient excessifs et que le fait de vouloir produire beaucoup était devenu en soi un élément de stratégie. C'est pas ça le sujet. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, moi, et je le vois dans une ville comme Le Mans, hein, dans une métropole comme Le Mans, dans un département comme la Sarthe, qui est pourtant un département agricole et d'élevage, c'est qu'aujourd'hui, on voit monter de plus en plus le fait que les gens, ils vont dans les banques alimentaires au Restos du Cœur, et quand je le dis beaucoup plus, on va être obligé, nous, de reverser des subventions exceptionnelles aux Restos du Cœur, 20 000 € pour les Restos du Cœur, 40 000 € pour les banques alimentaires, en plus de ce qu'on verse déjà. Hein, parce qu'ils n'y arrivent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand le prix de l'alimentation est trop élevé, il y a toute une partie de la population qui est exclue, même pas du côté qualitatif de l'alimentation, même pas de l'équilibre alimentaire, mais carrément de la capacité à pouvoir s'alimenter. Alors après, on peut dire, ben oui, mais c'est de la faute de l'économie, il n'y a qu'à augmenter les salaires et puis tout le monde se... Très bien, c'est pas un sujet, peut-être. Mais faudrait-il que bien qu'on réfléchisse à la manière dont tout ça, après, va enclencher un processus d'équilibre économique ou de déséquilibre économique. Donc, par rapport à votre projet, la méta-programme et méta-bio, hein, c'est ça? Méta-bio. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je vous dis ce que je pense. En tout cas, si vous voulez faire ce que vous pensez faire, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Il ne faut pas rester, à mon avis, hein, après, dans l'idée qu'on est toujours dans la conquête par la bio, la grande perspective de l'agriculture et de l'alimentation. Il faut se dire, mais attention, qu'est-ce qu'on veut comme modèle alimentaire de manière globale? Est-ce qu'on est capable, à partir de là, de nourrir le monde? Alors, ça a été fait, il y a eu des rapports qui disaient la bio pourra nourrir. C'est toujours le même problème. Moi, j'en suis convaincu. À quel prix? Toujours la même question. Et partout. Moi, je pense que maintenant, entre ce débat et cette dialectique bio-conventionnelle, il faut ouvrir plutôt, et c'est ce que j'ai fait, une synthèse vers des nouveaux modèles agroécologiques. Et quand je regarde et que je vois que le GIEC est passé de l'agriculture bio à l'agroécologie et à l'agroforesterie, je me dis quand même, tiens, ça bouge. Et je ne sais pas si vous avez vu les pubs de Terre des Hommes, là, en Afrique, j'avais rien, on a développé un maraîchage agroécologique, et maintenant, je ne sais pas, vous n'avez pas vu ces pubs-là? Bon, bref, c'était pour appeler au don, hein, donc agroécologique. Ce mot qui a mis du temps à percer. Hein. Et que moi, quand on l'a lancé, qu'on a défini d'ailleurs
ce que l'on en pensait et quand on l'a inscrit dans la loi, à l'époque, c'était, et je ne vous dis pas la FNSEA, hein. Alors, du côté de la Confédération paysanne, on était plutôt sur le bio et la partie sociale de l'agriculture, petite exploitation. Et du côté de la FNSEA, on était sur la partie productive de l'agriculture, voire même industrielle, et le maintien du conventionnel, tout en disant on va faire de la bio, parce que par définition, de toute façon, il y avait des agriculteurs qui, compte tenu du prix, se convertissaient en bio. Et puis maintenant, on voit qu'il y a quand même une réflexion globale dans cette dialectique historique. Je pense qu'il doit y avoir et qu'il doit rester une spécificité, par contre, pour la bio, pour une identité de la bio, de l'agriculture biologique. Ça, c'est par contre une conviction que j'ai. Elle ne peut pas être globale, parce qu'à ce moment-là, si vous devenez la norme, ça sera l'agriculture de manière générale, pas l'agriculture bio. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, comme il y a beaucoup de signes d'identité, de définition. J'ai vu vos documents sur les évolutions de tout ça, sur les labels, sur comment les gens les reconnaissent, l'origine. Je voyais viande de France ou fruits et légumes de France, fleurs de France, tout ça. C'est des logos qui ont, en quelques années, percé. AB est parfaitement connu. La vraie question qui est posée, c'est quels sont les critères qui vont définir la bio dans les 20 ans qui viennent. Ça ne peut pas être les mêmes que ceux qui ont été définis par l'histoire qui était celle de l'agriculture après la guerre. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va prendre une série de questions. La parole est à la salle. Sinon, il y a une question de Christine Leterrier en visio. Oui, attends, on va commencer. Prenons la question dans le chat. Christine? Oui. Ma question est la suivante, c'est à savoir si on considère que le modèle agroécologique, c'est le modèle de référence, c'est celui vers lequel on doit aller. Je ne parle pas de la bio, j'élargis, agroécologique. Alors, une recherche qui est dédiée à des systèmes conventionnels qui ne sont pas agroécologiques, est-ce qu'elle peut encore se justifier? Alors, qu'est-ce qui resterait du conventionnel qui ne soit pas agroécologique? Ça serait de dire que l'idée de pouvoir utiliser ce qui est gratuit et offert par la nature dans des écosystèmes maîtrisés de manière agronomique, on chercherait à s'en détacher ou à s'en affranchir. C'était le conventionnel. Le conventionnel, c'est en gros, je veux produire du maïs, ça rapporte le maïs, je fais de la monoculture, j'y mets des semences de qualité, j'achète ces semences, j'ai des tailles d'exploitation de plus en plus importantes, je continue à croître. C'est pas ce que veut dire le modèle conventionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qui va rester de ce modèle? Il est encore extrêmement présent parce qu'il y a des acteurs économiques et des inerties sociales et économiques qui sont extrêmement lourdes. Ça ne se change pas comme ça. Mais chercher sur le modèle conventionnel, qu'est-ce qu'on chercherait? Alors après, quels sont les objectifs? Si on reste dans un objectif qui consiste à dire, c'est plus uniquement le niveau de production et le rendement que je vais chercher, mais c'est le fait de produire en ayant intégré les contraintes environnementales qui sont maintenant incontournables. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça une recherche conventionnelle? Peut-être. En tout cas, je pense qu'à terme, l'idée que, par exemple, on se focalise sur les semences avec des modèles de monoculture tels qu'ils ont été conçus jusqu'ici, toute la qualité des semences aujourd'hui, elle doit être beaucoup plus ouverte. Et la recherche, c'est les combinaisons de semences. Et pas des recherches spécifiques sur la qualité des semences, mais par espèce et en réduisant d'ailleurs le patrimoine global de ce qu'on utilise aujourd'hui en termes de semences. Donc moi, je dis à terme, la recherche sur une agriculture conventionnelle au sens où on chercherait à faire perdurer en améliorant ce qui a été le conventionnel, on n'améliore pas le conventionnel. Il faut changer l'état d'esprit. Oui, bonjour, je suis Emmanuel Reynaud, économiste à l'INRA. Un point, si je comprends bien, en fait, la seule évolution possible pour vous, en tout cas, dans votre parole, telle que je le comprends, du bio, c'est une hybridation. Ouais. Comme le maïs. Comme le maïs, ouais. Je connais pas grand-chose au maïs, à dire vrai, mais… Ensuite, si je dois traduire ça dans ce que je connais un petit peu plus, c'est-à-dire la commande alimentaire publique, il faut changer la loi Egalim et dans la définition des produits considérés comme durables.
ne plus mettre 20% de produits bio, mais 20% de produits agroécologiques, mais qui sont encore en manque de définition d'ailleurs. Alors, si on peut être d'accord sur un point, c'est que moi, je suis aussi d'accord avec vous, il faut arrêter avec la loi Egalim. Ça, je partage. Au-delà même de la question de la part de bio dans les cantines scolaires. Moi, j'applique au Mans aujourd'hui et sur la métropole. On va même créer une ferme métropolitaine bio, faire du maraîchage local, l'approvisionnement local. L'enjeu, au fond, aujourd'hui, ça existe encore et c'est pas la peine de dire on va tout de suite tout changer. Mais je pense effectivement que la vraie perspective, si on veut raisonner à l'échelle globale du rapport de l'agriculture dans le changement global de modèle de production qu'on doit concevoir de manière générale, décarbonation de l'économie, les grands investissements, l'agriculture là-dedans, si elle veut s'inscrire dans ce processus, elle doit aller vers l'agroécologie. Et c'est ça qui doit être le critère. Moi, ça, j'en suis convaincu. Après, il y a une place, je l'ai dit, pour la bio. Quelle est la spécificité, alors, pour le coup, de la bio? Si, je l'ai dit tout à l'heure, je considère que la question du rapport aux pesticides et à la chimie n'est plus le bon critère. Parce qu'il va se trouver des gens maintenant qui vont vous produire sans pesticides, zéro pesticides. D'ailleurs, on les voit arriver, hein, les trucs. Ou alors des labels environnementaux qui vont intégrer ça. Voilà. Bon, donc, si c'est plus ça le critère, c'est quoi l'autre critère? Ça reste pas de chimie, mais il y a un deuxième critère qui va être le sol. Et un rapport entre la production agricole et le sol, puisqu'on le sait. Alors, pour le coup, le développement du porc et du hors-sol, comme on l'a connu, il se transforme aujourd'hui en Chine avec, vous avez vu, des immeubles où on va faire du cochon sur 10, 15, 20 étages. Ça a déjà été mis en place, d'ailleurs, aux Pays-Bas, hein, où ils avaient commencé à réfléchir en disant, mais pourquoi, en amenant des protéines végétales dans les porcs, pour le coup, PERT, on est obligé d'aller transporter ça dans des fermes qui produisent du porc PERC à des kilomètres. On n'a qu'à mettre la production directement sur le porc et on fera du porc dans le porc. Et comme ça sera beaucoup plus économique, effectivement. Et dans les débats que j'avais à l'époque au niveau européen, où il y en a qui ont des prismes complètement vrillés, ils disaient que pour le bien-être animal, par exemple, c'était mieux dans les pays du Nord. Oui, si on ne prend pas en compte la production plein air. Et si on considère que le bien-être animal, c'est le bien-être des animaux qui sont enfermés. Mais si je prends le poulet de louer, je n'ai pas besoin d'avoir un bien-être dans le bâtiment, puisque le poulet, il est dehors. De la même manière que si j'ai un élevage à l'herbe, par définition, les vaches et les animaux sont dehors. Donc, c'est ça la question. Et la question du bio, de sa spécificité, c'est qu'elle doit, au-delà de la question de l'agroécologie et de la capacité qu'on a à produire, en particulier des végétaux, dans des écosystèmes où on utilise la gratuité de la nature, d'abord, avant d'investir dans du capital pour pouvoir produire, la spécificité du bio demain, ça va être son lien extrêmement organique, c'est tout de le dire, comment dirais-je, essentiel entre pas d'utilisation de la chimie et un lien fondamental au sol. Oui, Vincent Légué, je dirige Agriobtention, qui est une filiale semence, la filiale semence d'INRAE. Et puis j'ai aussi une autre casquette d'élu local. Donc deux questions. La première, c'est dans les modèles GIEC et dans les projections qui sont faites des scénarios sous terme d'agriculture, il y a une réduction forte de l'élevage, de la consommation de produits issus de l'animal. Donc, et pourtant, les modèles bio et agroécologiques sont quand même assez dépendants de l'utilisation de l'élevage. Donc, comment vous voyez ça? Et est-ce que justement demain, c'est pas ce qui peut rester à la bio, à la belle bio, le seul endroit où on fait de l'élevage qui respecte les questions que vous venez de soulever? Et donc, deuxième question qui est un peu liée, vous êtes un élu local, vous avez été un élu national, mais un élu local, dans un département justement où il y a de l'élevage. Donc, quels peuvent être le rôle des politiques locales, justement, sur ces transitions bio ou agroécologiques, parce que moi, je trouve que justement, le local n'intervient pas assez. Sur la première question sur l'élevage, il est clair que si on veut aller dans un système agroécologique,
rompre avec la polyculture élevage et l'apport de l'élevage dans la fumure des sols, ça serait une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi, en tant que président de la métropole et maire du Mans, quand je me fais alpaguer par les écologistes qui veulent non pas un repas végétarien par semaine, mais 2, ben je leur dis c'est non. Parce que c'est facile de dire c'est la faute de l'élevage. Alors sous-entendu, mais non, c'est l'élevage industriel. Oui, d'accord, mais à force de dire que le problème du réchauffement climatique, c'est l'élevage, les gens, ils intègrent. Hein. Et c'est ce que je leur disais, s'il n'y a plus d'élevage, vous pouvez toujours y aller pour faire de la bio, pour faire de l'équilibre entre sol et production agricole, vous allez avoir beaucoup de difficultés. La grande révolution de l'Europe, et ce qui a permis à l'Europe de développer sa démographie, quand on le regarde, bah, c'est la découverte de la polyculture élevage. Hein. Et que si, en partie en Afrique, sur les questions agricoles, il y a eu un certain nombre de problèmes, c'est que l'Afrique s'est construite en termes agricoles sur l'élevage et non pas sur la polyculture élevage. Et tous les débats qu'on a sur l'agroécologie, c'est d'arriver à faire en sorte que le pâturage et l'élevage s'intègrent dans une production aussi agricole. Donc, l'élevage est un problème quand il est au niveau où il en est et qu'il conduit à des concentrations énormes d'animaux et donc des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Donc ça doit aller de pair avec 2 choses, la baisse de la consommation animale, qui est un phénomène qui est en train de se produire et qu'il faut accompagner de manière, j'allais dire, équilibrée, en sortant du tout, c'est de la faute de l'élevage. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'au moment de la COP21 sur le cap pour 1000, à l'époque, l'agriculture était posée comme un problème, l'élevage, alors qu'elle pouvait apporter une solution, le stockage de carbone par les sols. Bon, donc il faut garder l'élevage en tête. Et alors du coup, d'ailleurs, la bio, si on va aller jusqu'au bout, doit être un équilibre entre le végétal et l'animal. Si on veut aller plus loin pour savoir comment on avance dans les critères, il y a ça. Et un maraîchage bio doit être un équilibre à trouver, justement, même sur le maraîchage, entre l'élevage et le maraîchage. Donc ça, moi, j'y suis très attaché. Et le deuxième point, c'est comment lier les collectivités locales. Ben, les collectivités locales, on a un outil avec la loi qu'on avait fait voter sur la loi d'avenir, c'est les plans alimentaires territoriaux. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, et assez vite, et on le voit, c'est qu'entre le fait d'avoir l'objectif de produire localement et de consommer localement, le problème, c'est que la consommation locale est rarement en adéquation avec la production locale. À la fois en termes de calibrage, de niveau de production. Moi, je vois sur la métropole du Mans, un hôpital comme le Mans, c'est 11 000 repas. Si on dit c'est 11 000 repas, il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ailleurs qu'en Sarthe pour pouvoir les fournir. 11 000 repas, ça demande une organisation colossale. C'est ce que faisaient d'ailleurs les grossistes qui récupèrent. C'est extrêmement important. Donc, les plans alimentaires territoriaux, c'est la condition de mise en œuvre d'un lien entre l'alimentation, la production et les collectivités locales aujourd'hui. Oui, Servan. j'ai 3 questions et je vais en profiter parce que j'ai le micro pour en poser une moi-même. En fait, ça m'interroge quand même quand on parle de travailler avec la nature, c'est gratuit. Je ne peux pas laisser dire ça. Pour moi, ça a un coût. C'est du temps, c'est de la connaissance. C'est ce qui explique aussi beaucoup du coût de revient, enfin des revenus, des prix plus élevés de l'agriculture biologique. Comment on les met en œuvre quand le prix est complètement assujetti au marché? Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans le coût de production. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Faut-il se dire, si on n'est pas sur un marché, sur quoi on est? Et oui, mais est-ce que le marché peut se réguler aussi? La question de l'économie de marché est une vraie question d'ailleurs, quand on parle de tout ça. Un exemple suisse hier, de nous dire, je ne sais pas Lucius ou Raphaël, vous êtes encore là, de nous dire qu'il y avait vraiment des contrats sur du long terme qui impliquaient les acteurs de la grande distribution pour soutenir l'agriculture biologique et qui aujourd'hui ne s'effondrent pas dans ce pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas une concertation de tous ces acteurs de la filière aussi pour essayer d'accompagner la valeur ajoutée qu'a ce travail avec la nature que vous dites? Ouais. Alors pour le côté gratuit, c'est par rapport au capital qui est nécessaire dans le conventionnel. Je veux dire, comment je vais expliquer ça? Je ne vais pas revenir sur l'histoire des vers de terre, j'ai tellement raconté ça de fois que je trouve autre chose maintenant. Mais dans ce qui est apporté, par exemple, dans les mixtes
de végétaux en production végétale, le fait que les plantes se protègent les unes des autres en fonction des espèces qu'on va combiner, c'est bien sûr de la connaissance, c'est de l'agronomie, donc ça coûte. J'ai bien dit que moins on a de capital à financer, mieux on financera le travail, donc la connaissance, donc l'agriculture, mais humaine. Donc la gratuité, c'est pas tout à fait gratuit, il n'y a rien de gratuit de toute façon. Les gens qui vous disent les transports c'est gratuit, ouais, c'est gratuit parce qu'il y a des impôts, parce que sinon il ne serait pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit, sinon on marche. Ça, c'est gratuit. Donc, la gratuité, c'est par rapport au capital qu'on investit. Hein, c'est plutôt ça. Il y a des choses qui vont se faire sur lesquelles on n'aura pas besoin de capitaux pour pouvoir réaliser l'objectif. Protéger des cultures en mixant les variétés, ça permet d'avancer sans avoir à investir justement dans les pesticides. Question? Oui, Bernard Roland, INRA de Rennes. Je travaille sur l'agriculture bio depuis une vingtaine d'années. Juste quelques commentaires par rapport à votre topo sur l'opposition labour, non labour, pas non plus tomber dans la caricature. Il y a aussi des labours agronomiques qui sont quand même, qui bouleversent beaucoup moins les horizons. Et par ailleurs, en bio, c'est quand même, la charrue est un puissant outil contre les adventices. Et c'est vraiment pas du tout, à part dans des types de sols, genre des sables, sinon c'est quand même super compliqué l'arrêt total de la charrue en agriculture biologique, ce qui ne veut pas dire qu'on va labourer tous les ans sur toutes les cultures. Et par rapport à l'agroécologie, ouais, la bio, c'est quand même, Philippe Mauguin avait dû le dire il y a 3 ans, je crois, au Salon de l'agriculture, que c'était le prototype de l'agroécologie. Et sachant que sur l'agroécologie, elle n'a toujours pas de cahier des charges, elle a au moins 5 définitions. Donc, il faut faire attention de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de perdre en fait le seul label aujourd'hui qui soit connu, reconnu. Et du coup, quand vous dites d'abandonner Egalim, non, enfin, ça peut être une des solutions justement pour passer cette crise dont on peut espérer qu'elle est temporaire sur la bio, qu'on a connu déjà plusieurs, et qui est quand même, quand nous on a commencé, il y a 20 ans, on était à 1% de la SAU. Aujourd'hui, on est à 10%. C'est quand même significatif à l'heure où on constate qu'il y a un effondrement total de la biodiversité. On ne peut pas balayer la bio comme ça en disant non, on fera une autre agriculture qui sera mieux, un truc intermédiaire avec le conventionnel. Non, là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est fort, qui existe, qui nous sert de base, et en plus, un domaine d'agriculture sur lequel il y a eu un sous-investissement chronique en recherche et développement. Alors, un rêve que j'ai, moi, c'est qu'un jour, on mette des moyens comme on a fait pour la modernisation de l'agriculture dans les années 60, quand on a tout changé. Là. Si on mettait les mêmes moyens aujourd'hui sur une agriculture où il y aurait moins, voire pas du tout, d'intrants chimiques, c'est absolument sûr et certain qu'on aurait des résultats spectaculaires. Voilà. Et puis, attention aussi aux derniers gadgets technologiques. Là, quand on parle de ferme verticale, là, on est sur du non-sens, mais total. Ça, c'est vraiment… Enfin, après, évidemment, c'est comme l'immeuble à cochon en Chine, mais c'est pas ça l'avenir. C'est une vision de fin du monde. Vous voyez, vous avez une réaction que j'ai connue d'ailleurs quand je discutais avec les gens qui défendaient le conventionnel. Moi, je ne vous ai pas dit, c'est terrible, hein, parce que là, vous êtes, et je m'en doutais, je ne vous ai pas dit, je me suis privé la bio. Moi-même, j'ai doublé les surfaces en bio. Ce n'est pas le sujet. On me dit, vous voulez réfléchir à est-ce que la bio peut remplacer la totalité de l'agriculture? Je vous dis ce que je pense. Est-ce que j'ai dit pour autant qu'il fallait supprimer la bio? Non. Est-ce que j'ai dit que la bio, elle est datée et elle s'est créée à un moment de conflictualité avec le conventionnel? Alors après, on peut se raconter des histoires et puis se dire que c'est pas vrai. De la même manière, je vous ai pas dit que moi, mon modèle, c'était les agricultures verticales. Justement, je vous ai dit que c'était tout le contraire. Vous voyez comment vous… Et ça, c'est la politique. Comment vous réagissez tout de suite en imputant à l'autre des arguments que je n'ai jamais donnés, parce que vous vous sentez remis en cause. De temps en temps, il faut accepter. Hein. Vous savez que la politique, quand on dit les politiques qui ne comprennent rien, ça va, il faut en prendre. Hein. Et c'est typique. Donc, 20 ans de recherche dans l'agriculture bio, un mec qui vient lui dire, écoute, mon vieux, il faudrait peut-être réfléchir autrement. Il dit, écoute, non, je suis d'accord. Et je comprends. Mais ce que je vous dis là, moi, c'est ce que je pense. De temps en temps… Alors après, on pourrait dire, tiens, une politique,
Il va dans un auditoire, il dit la même chose que ce que peut penser l'auditoire. Ce n'est pas mon cas. Ça, j'ai longtemps que j'ai arrêté avec cette histoire-là. C'est pour ça que quand j'allais au congrès de la FNSEA, je me faisais siffler. Et comme là, j'en faisais pas assez non plus pour la Confédération paysanne, j'étais pas non plus toujours bien accueilli. Résultat, ça a été un mauvais ministre. Sauf que maintenant, après quelques années, quand on revient et qu'on me demande de venir au salon de l'agriculture, voir les éleveurs, tous les transferts qu'on a fait, l'agropastoralisme, toutes ces choses-là, on dit « Ah, mais quand même hein ». Donc, on ne se fait jamais aimer quand on dit les choses. La seule chose qu'on peut avoir comme ambition de temps en temps, c'est de faire regretter un tout petit peu. Donc, moi, je suis pour la bio. J'ai été un des ministres qui a développé la bio. Je ne suis pas contre la bio, mais je vous dis simplement que, et je comprends que vous soyez là pour la développer. Si vous voulez la développer, posez-vous aussi un certain nombre de questions. Alors, pour en revenir, on va mettre autant de capital. Si on mettait autant d'argent dans la bio aujourd'hui qu'on en a mis dans le plan Marshall, ça marcherait. Mais non, justement, non. Parce que le plan Marshall, c'était quoi? C'est d'acheter des tracteurs. Donc, du capital. C'est d'acheter de la chimie. Donc, là aussi, de l'investissement et du capital dans la chimie. Par définition, vous ne mettrez pas le même argent. Alors, après que sur la question de la recherche, il y ait plus à mettre, ça, c'est un autre sujet. Oui, en fait, Xavier Coquille, INRA, UMR Territoire. Moi, la question que je me posais, c'est par rapport à la façon dont vous avez travaillé justement la thématique de l'agroécologie. En fait, vous avez centré sur des composantes techniques qui sont des composantes techniques qui ont été très inspirées par la bio, notamment. Une des questions que je me pose, c'est comment ça se fait que, qu'est-ce qui vous a amené à vous centrer uniquement sur ces composantes-là et pas aller sur des composantes de l'ordre du développement social, de l'égalité, d'un travail également sur l'agriculture comme vecteur d'emploi, c'est-à-dire toutes les composantes qui ont pu être les fondements de l'agroécologie en Amérique du Sud, quoi, qui est en fait un mouvement d'émancipation de la petite paysannerie, et là qui ont disparu. Parce qu'en fait, est-ce que le développement de ces agricultures naturelles, il est compatible avec toutes les formes d'emploi agricole? Moi, j'ai deux critères pour travailler sur ces questions-là. Le premier, je vous l'ai dit, l'équilibre entre le capital et le travail. Si vous voulez avoir de l'emploi, il faut que la rémunération du travail soit la priorité de la valeur et de la richesse que vous créez. Plus vous en mettez dans le capital, moins vous avez de travail. On va vous faire l'histoire de l'agriculture aujourd'hui. Raisonner en se disant, je vais calculer d'abord le nombre d'emplois que je vais créer, et après, je déterminerai le modèle de production. Je suis resté sur un point marxiste. Les modèles de production définissent l'organisation sociale de la production. Pensez la question sociale de la production indépendamment du modèle de production, vous irez comme on fait, c'est-à-dire on se dit beaucoup de choses, mais on réalise peu. Moi, j'ai parfaitement regardé tout ça, et depuis longtemps. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La première graine », parfaitement compris comment l'évolution de l'agriculture, elle se fait d'abord sur le modèle de production agricole. Il faut bien le mettre en tête. Parce que l'agriculture biologique a utilisé moins de capital, va utiliser beaucoup plus des mécanismes naturels, elle va obliger à avoir une connaissance et une présence humaine beaucoup plus importante. C'est mécanique, scientifique. Et tous ceux, et je l'avais dit à la Confédération paysanne, qui partent du principe, non, on veut une ferme à 30 hectares, partout, parce qu'avec 30 hectares, on a une UTH par 30 ou 35 hectares, tu décides ça un jour, et puis à la fin, si le modèle de production derrière n'est pas capable de l'accepter, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, par rapport à la question de l'emploi? Parce que ça me travaillait. Comment j'arrive à réguler quand même la présence d'agriculteurs sur le terrain, en même temps qu'on développe des stratégies d'agroécologie réfléchies. À l'époque, avec Hervieux, au tout début, on avait pensé à des coopératives agricoles de production, puis on a fini avec les groupements d'intérêt économique et écologique. Parce que pour prendre en compte la question écologique, ce n'est pas simplement le nombre de petites exploitations que je vais avoir sur le territoire, c'est le nombre de petites ou de moyennes exploitations capables de se mettre en dynamique collective pour assurer leur propre production, leurs revenus et intégrer les grands enjeux environnementaux. Si je veux faire des assolements intelligents et qu'en même temps que je fais des assolements, par exemple en développant des légumineuses, j'ai besoin de développer aussi une transformation des légumineuses. Si je fais ça sur 35 hectares et qu'à côté, il ne le fait pas, et que de l'autre côté, il ne le fait pas, ça ne sert à rien.
Ça ne marchera pas. C'est pour ça que les JI2E, c'était de combiner des exploitations de taille moyenne avec des ambitions productives et environnementales à l'échelle où il faut qu'elles soient posées et placées pour qu'elles réussissent économiquement et environnementalement et dans le domaine de l'environnement. C'était ça la question. Donc moi, je n'ai jamais dissocié les deux. Et le reproche Confédération paysanne, qui était de dire, quand j'ai fait les paiements redistributifs sur la PAC, je note d'ailleurs que tout le monde a gueulé à l'époque, la Confédération paysanne, parce que c'était pas assez, la FNSEA, parce que c'était scandaleux d'aller remettre de l'argent sur les 52 premiers hectares. On est combien de temps? 8 ans après? Personne n'y a touché. Hein. On va prendre une dernière question dans la salle. Claire. Bonjour, Claire Lavigne, je suis chercheuse à l'INRA. Mais peut-être que c'est un peu dans la ligne de ce que vous venez de dire, en fait. Mais je me disais, on a beaucoup discuté là de production et rentabilité par rapport à la surface. Et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la bio ou l'agroécologie produit aussi du maintien de la biodiversité, produit aussi enfin, de la santé humaine ou quelque chose, et que ça pourrait être rémunéré? Et du coup, pas dire il faut que les prix soient plus élevés en bio et que vous restiez cher parce que vous avez un rendement plus faible, mais aussi rémunérer d'autres productions. Oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est tout le débat qu'il y a sur l'allocation des 8 milliards de la politique agricole commune, qui sont aujourd'hui calculés sur la base d'hectares, sans qu'on ait à intégrer, sauf en partie, le rendement. Parce que au moment de la réforme Bacchari, le calcul sur les aides a intégré une partie du rendement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des zones les plus productives qui disaient si on met tout le monde au même niveau, nous, on va perdre énormément par rapport au soutien au prix qu'il y avait avant. Vous faisiez 90, 100 quintaux dans la Beauce à un prix du blé, je ne sais pas à l'époque, en francs, combien il était, et puis on disait on baisse le prix de 30%, mais on va vous compenser avec des aides. Le débat, après, tout de suite, il a porté sur quel est le niveau de rendement qu'on va verser par rapport aux aides. Alors, il y avait un débat sur la moyenne nationale. On mettait tout le monde à la moyenne nationale, donc c'est-à-dire 55 quintaux, je crois, ou à l'époque, c'était 55 quintaux. Donc, celui qui en faisait 90 ou 100, il disait, mais je perds 50 quintaux. Alors, ça a été, bon, bref, une boutiquerie infâme. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, dans la politique agricole, il faut intégrer les questions environnementales, les critères environnementaux, de plus en plus, pour justifier une rémunération qui ne soit pas uniquement la question de la production, même si elle est essentielle derrière à la question de l'alimentation, mais en même temps qu'elle intègre, c'est la première étape du verdissement. D'ailleurs, je le note, moi j'aurais été beaucoup plus loin pour une deuxième négociation de la PAC. On avait fixé 3 critères, maintien des prairies permanentes, les surfaces d'intérêt écologique, et puis 3 productions diversifiées sur les productions végétales. Ils n'ont pratiquement pas changé ça. Alors qu'il fallait aller beaucoup plus loin sur les couvertures de sol en particulier. Même si là aussi, je sais qu'il vaut mieux labourer si on veut se séparer d'Adventis. J'en ai parfaitement conscience. Mais on peut aussi trouver des systèmes, parce que là, dans l'agriculture de conservation des sols et de semi-direct sur couverture végétale, ils sont en train de trouver des solutions, là aussi, où on peut contrer les adventices simplement en semant des multitudes de végétaux qui empêchent le développement des adventices, sans être obligé de labourer. Parce que quand même, labourer, ça veut dire un tracteur, ça veut dire une charrue, ça veut dire que vous creusez, et c'est quand même pas si facile, c'est de l'énergie. Quelle est l'énergie qu'on va utiliser pour labourer? Plus vous êtes sur des surfaces grandes, plus vous avez des tracteurs qui sont grands, je ne vais pas revenir avec des charrues énormes. Donc, c'est quand même un vrai sujet et c'est du capital. Toujours le même principe. Le moins de capital à investir, ça permettra le plus de rémunérer le travail. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes dans un endroit, franchement, Merci ça à aide vous. à réfléchir. Vous restez